De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça non... Bof. Alors, j'adore les bestioles, mais c'est pas vraiment le sujet de la chaîne pour le moment. Est-ce que je vais vraiment encore leur parler de photographes? Ah, la Grande Guerre. Ça faisait longtemps. Et si on reparlait un peu de la Grande Guerre? C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé au cours de mes recherches sur l'album d'Arsène Roudot, mais aujourd'hui nous n'allons pas partir de l'une de ces photos, mais d'une photo que j'avais reçue à Noël dernier. La voici. On y voit 5 hommes que je vais probablement avoir beaucoup de mal à identifier avec certitude. Il y a cependant à l'arrière des infos qui m'ont donné une nouvelle fois très envie de me plonger dans cette enquête qui va nous ramener plus de 100 ans en arrière. 14 octobre 1917, Émile Sacquarot, camp 1, corvée 13, Münster 1. Que peut bien signifier tout ça? En cherchant Münster sur le net, j'ai très vite compris qu'il ne s'agissait pas du fromage, mais d'un camp de prisonniers de guerre en Allemagne entre 1914 et 1918. Alors ne vous inquiétez pas, on va très vite reparler plus en détail de ce camp de Münster, mais avant, cherchons un peu plus d'infos sur cet Émile Sacquarot. Sur toutes les bases de données dans lesquelles j'ai pu chercher, il n'y a toujours qu'un seul résultat qui apparaît, ce Sacquarot Jean-Émile, né en 1893 à Bordeaux. Sachant que cette photo a été trouvée à Bordeaux, ça commence bien. Et là où ça continue à se confirmer, c'est quand on cherche sur le Grand Mémorial. Là aussi, on ne trouve que ce Jean-Émile Sacquarot. J'ai récupéré sa fiche de matricule militaire sur laquelle on peut lire « Disparu le 16 septembre 1914 à la Ville-aux-Bois, prisonnier à Séné-Laguer ». Info confirmée un peu plus bas, en captivité du 17 septembre 1914 au 6 décembre 1918. Prisonnier, blessé le 16 septembre 14 à la Ville-aux-Bois par balle au bras gauche. Bon, avec toutes ces infos, j'ai pris la responsabilité de croire que cette fiche de matricule appartenait bien à notre Émile Sacquarot, présent sur cette photo. Oui, mais alors, comment savoir lequel de ces 5 hommes est Émile? Pour ça, je me suis une nouvelle fois servi de sa fiche de matricule et de son encadré signalement. On peut lire qu'il a les cheveux châtains et les yeux châtains. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les 2 hommes de devant ne correspondent pas. Celui de droite me paraît avoir des yeux très clairs, probablement bleus, et celui de gauche a les yeux et les cheveux bien plus foncés, qui auraient probablement été décrits comme bruns ou noirs. On voit également sur ce signalement qu'il mesurait 1m58. Alors, les hommes de l'époque n'étaient certes pas très grands, la majorité des fiches que j'ai pu étudier étaient sous le 1m70, mais là, 1m58, ça fait vraiment pas très grand. La taille minimum pour un conscrit à l'époque étant de 1m54. En regardant la photo, je me suis dit que si Émile était l'un des 2 soldats de gauche, alors celui tout à droite serait bien en dessous du 1m54 réglementaire, sachant que les 2 qui sont assis me paraissent encore plus grands. Pour moi, il y a peu de doute, nous avons ici Émile Sacquarot. Intéressons-nous maintenant à son parcours. D'après sa fiche, il est dans le 18e régiment d'infanterie au début de la guerre. Le 16 septembre 1914, il est blessé par balle au bras gauche. J'ai essayé de retrouver des traces de cet épisode du 16 septembre 1914 dans le JMO, le journal des marches et opérations du 18e régiment d'infanterie, trouvable sur le site Mémoire des Hommes. Au matin du 16 septembre 1914, on peut lire « La 3e compagnie, engagée à l'est du village, à la lisière est du bois, tombe dans une embuscade en voulant gagner la route de Berry-au-Bac à Corbeny. Cette compagnie a été faite prisonnière après avoir subi de grosses pertes. » On peut retrouver sur Google ce fameux lieu-dit de Ville-aux-Bois, au nord de Pont-Aven, et la route de Berry-au-Bac à Corbeny est ici. Émile Sacquarot fut a priori fait prisonnier ici, dans cette zone, entre la lisière du bois et la route. Sa fiche de matricule nous indique alors qu'il est fait prisonnier à Séné-Laguer. J'ai contacté Jean-Claude Auriol, historien, écrivain et conférencier, spécialiste des prisonniers de guerre de 14-18. Concernant le camp de Séné-Laguer, il m'a dit, et je cite, « En principe, ce fut un camp de triage, dans lequel les prisonniers de guerre ne séjournaient que 1 à 2 mois maximum. » Jean-Claude nous cite également quelques livres sur le sujet. Je ne sais pas exactement combien de temps y est resté Émile,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il a été transféré au camp de Münster, comme nous l'indiquent les annotations derrière la photo. On peut trouver très facilement sur le net des informations sur ce camp de Münster, notamment sur ce site Histoire de Poilus. Et là aussi, Jean-Claude Auriol m'a envoyé quelques infos complémentaires sur ce sujet. Je le cite. Un des plus grands camps. Il était composé de 3 annexes. Camp 1 à Hospital, Camp 2, Rennbahn, le plus vaste avec plus de 10 000 prisonniers, et Camp 3, souvent confondu avec celui de Münsterlager, qui se situait dans le Hanovre au lieu de la Westphalie. Au total, 40 000 prisonniers et plusieurs milliers de civils. Le travail s'effectuait dans des mines de la région et selon les témoins, les porions civils étaient brutaux. Les différentes illustrations que je vous montre depuis tout à l'heure ont tout simplement été trouvées sur eBay. Et il y a un autre site extrêmement intéressant que j'avais envie de vous montrer. grandeguerre.icrc.org/fr, l'ICRC étant le Comité international de la Croix-Rouge. Ce site héberge les archives des prisonniers de la Première Guerre mondiale. Dans l'outil de recherche, tapez le nom du prisonnier. Dans notre cas, Sakharov. Alors attention, cela ne vous emmène pas directement sur la personne recherchée. Sur la gauche, vous pouvez voir un bref sommaire. Là, ça m'a amené trop loin, sa case étant après Sakharov dans l'ordre alphabétique. Je clique donc sur celui du dessus et je scrolle jusqu'à retrouver la personne qui m'intéresse. Au bout d'un moment, je tombe sur notre Émile Sakharov du 18e régiment d'infanterie. C'est a priori bien lui. Et juste en dessous, on voit des cotes. P39-230 et P37-961. Sur chaque image, il y a une option « Plus d'informations sur cette personne ». En cliquant dessus, on arrive sur cette page qui nous permet de rechercher justement les cotes notées sur les fiches. P39-230 nous mène ici. C'est apparemment la liste des prisonniers évacués du camp de Münster 2 à Münster 1 en mai 1916. Et on retrouve ici notre cher Émile. Alors, juste ce qui m'embête un peu, c'est que quand on remonte sur la première page de cette liste, on lit que c'est un transfert de Münster 3 à Münster 1, et pas de Münster 2 à Münster 1. J'ai l'impression qu'il y a une erreur quelque part. D'autant plus que si on s'intéresse à l'autre cote, P37-961, on obtient à nouveau une liste de prisonniers sur laquelle on retrouve Émile. En remontant tout en haut, on peut voir que c'est une liste de prisonniers français du camp de Münster 3 datant d'avril 1916. Je pense donc que la liste d'avant était bien son transfert de Münster 3 à Münster 1. Mais dans tous les cas, c'est en mai 1916 qu'Émile arrive à Münster 1. Et il n'y a pas d'autre mention de lui sur d'autres listes de ce site, je pense qu'il a passé toute la fin de la guerre là-bas. Cette photo, datant d'octobre 1917, prise à Münster 1, va dans cette direction. Sur ce site, on trouve quand même une autre fiche sur Émile. Sakharov Jean-Émile, soldat, 18e régiment d'infanterie, blessé du 16 au 20 septembre à la bataille de Villaubois, rien de nouveau donc. Cependant, c'est cette dernière partie qui m'a beaucoup intrigué et qui m'a fait faire énormément de recherches infructueuses. Nom et adresse de la personne à renseigner. Je lis Rioton Hubert, bien que je n'en sois pas du tout certain. Comme je le disais, j'ai passé pas mal de temps à chercher à qui ça pourrait correspondre. Mais rien ne ressort pour ce nom sur les bases de données que j'ai interrogées. Au niveau de l'adresse, j'ai pu lire Pictet de Rochemont. J'ai alors trouvé que Charles Pictet de Rochemont était un homme d'État et diplomate suisse originaire de Genève, et qu'une avenue Pictet de Rochemont existait à Genève. J'ai alors compris qu'il s'agissait sûrement ici d'un chiffre, suivi de l'abréviation AV pour avenue, genre 7 ou 3 avenue Pictet de Rochemont à Genève. Mais même avec ces informations supplémentaires et les quelques liens que mes chers abonnés m'ont envoyés pour essayer de retrouver ce Rioton, je suis resté bredouille. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur des recensements de la ville de Genève qui auraient pu m'aider pour cette recherche. Possiblement une enquête coopérative que l'on pourra une nouvelle fois mener ensemble pendant un de mes streams de généalogie. En attendant, je me suis dit que j'allais vous faire part de mes recherches sur l'arbre généalogique d'Émile Sakharov. Là aussi, j'y ai passé un bon paquet d'heures. En partant des informations sur sa fiche de matricule militaire, j'ai pu retrouver son acte de naissance.
On y apprend que ses parents vivaient aux 5 rue Lasceppe à Bordeaux et que son père était photographe. Tiens, peut-être qu'il connaissait Eugène d'Orsène. On peut trouver aussi dans la marge un mariage datant du 8 janvier 1919 avec Jeanne-Charlotte Servière, que j'ai pu retrouver en ligne. On y retrouve une nouvelle fois ce 5 rue Lasceppe. Je me suis alors mis en tête de retrouver des descendants d'Émile et Charlotte pour leur offrir cette photo et les résultats de mes recherches. Les archives en ligne pour Bordeaux s'arrêtant en 1921, j'étais obligé de me rendre sur place, à Bordeaux, si je voulais chercher plus loin. Et c'est ce que j'ai fait le mois dernier. Bon, je suis un peu deg parce que j'ai supprimé sans faire exprès la moitié des plans que j'avais filmés aux archives départementales de la Gironde. Il ne me reste plus que la story que j'avais postée sur Instagram pour l'occasion. Petit message pour mes fidèles généalogistes, je suis à Bordeaux, je suis devant les archives départementales de la Gironde et on va essayer d'enquêter sur Alice Cazot, cette mystérieuse compagne de notre Eugène d'Orsène. Ces recherches faisaient suite à ce live, parce que oui, je n'étais pas à Bordeaux que pour Émile Saccharo. Je voulais aussi en profiter pour approfondir mes recherches des précédentes vidéos, comme celle sur Eugène d'Orsène ou sur les descendants du docteur Gerlou. Cette fameuse future vidéo est donc celle-ci, sur Émile Saccharo. Sur place, nous avons pu consulter les naissances à Bordeaux entre 1919 et 1936 pour chercher d'éventuels petits Saccharo. Mais rien du tout, zéro, que dalle. Soit Émile et sa femme n'ont pas eu d'enfants, soit ils n'étaient pas à Bordeaux. J'ai alors décidé de m'intéresser à cette fameuse adresse que l'on a trouvée sur son acte de naissance, son acte de mariage, ainsi que sur sa fiche de matricule militaire, 5 rue Lasceppe. C'était à une vingtaine de minutes de marche des archives, nous y avons donc fait un petit détour. Je me suis ensuite intéressé à une ressource incontournable, les recensements. Avec un peu de chance, j'allais pouvoir retrouver des enfants Saccharo à cette adresse. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, nous allons donc faire une étude de recensement de 1896 à 1936, et nous allons voir que l'on peut apprendre plein de choses sur la vie d'une famille grâce à eux. On peut retrouver Émile au 5 rue Lasceppe sur le recensement de 1896. Il a 2 ans, il a un grand frère, Henri, qui en a 4. Ils vivent avec leur père et leur mère. Mais il y a 5 autres personnes avec eux. Il y a ses 2 tantes, Marguerite et Jeanne, ses grands-parents maternels, ainsi que son arrière-grand-père, Jean Cristal. Je voudrais juste m'attarder quelques instants sur le père d'Émile. Claude est noté comme photographe chez Sereny, le renommé photographe qui avait également employé Eugène d'Orsène. Eugène qui avait repris la gérance de l'atelier Sereny de Périgueux dans les années 1880. Le monde est petit. Dans le recensement suivant de 1901, on retrouve à la même adresse Émile, ses parents, ses 2 tantes et ses 2 grands-parents maternels. Mais son arrière-grand-père ainsi que son grand frère ne sont plus là. J'ai bien retrouvé leurs actes de décès en 1900 et en 1899 sur le site des archives de Bordeaux. Henri était alors âgé de 6 ans. En 1906, pas de changement, on retrouve les mêmes personnes dans le foyer. Son père Claude est toujours photographe chez Sereny. En 1911, toujours pareil, à l'exception que son grand-père Jean-Henri est décédé, en 1907. Puis arrive la Grande Guerre. Émile passe donc plus de 4 années dans les camps de prisonniers de Münster. De toute façon, les recensements sont interrompus à cette période et reprennent en 1921. À cette date, il est donc marié. On a vu son mariage précédemment en 1919. On le retrouve toujours au 5 rue Lasceppe. Cette fois-ci, il est noté comme chef de foyer, son père étant décédé. Il est avec sa mère, sa femme, ses 2 tantes et une veuve, Meignier Yvonne. Je pense qu'il est noté ici belle-sœur, ce serait donc la grande sœur de sa femme, née également à Bègle. Sur ce recensement, on apprend aussi qu'Émile est dessinateur pour la compagnie des transports La Souille. Alors je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur cette compagnie, mais sur Google, on trouve sur les bords de la Garonne le quai de la Souille. Je me suis dit qu'une compagnie des transports maritimes pouvait avoir été présente sur ces quais à cette époque. À approfondir.
En 1926, ils sont toujours là. Émile, sa femme, sa mère et ses tantes. Et, comme nos recherches dans les registres des naissances l'avaient laissé présumer, toujours aucune trace d'enfant. Quant à Yvonne, la veuve qui vivait avec eux en 1921, elle n'est plus là. Émile est toujours noté comme dessinateur industriel, c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve sur sa fiche de matricule militaire, d'abord noté comme dessinateur photographe, probablement pour continuer le travail de son père, il est finalement corrigé en dessinateur industriel, matériel roulant. Sur le recensement suivant de 1931, il n'y a plus que les 3 sœurs qui sont présentes à cette adresse, la mère d'Émile et ses 2 tantes. Quant à Émile et sa femme, je les ai aussi retrouvés sur le recensement de Bordeaux de 1931, mais au 15 rue Malraux. J'avais en fait repéré cette adresse sur leur acte de mariage de 1919. C'est là que vivaient Charlotte et ses parents. Ils ont donc déménagé ici entre 1926 et 1931. Mais ils ne sont pas seuls à habiter ici, loin de là. On retrouve bien Charlotte et Émile, plus 5 autres personnes. Après quelques nouvelles heures de recherche, j'ai fini par trouver qui était tout ce monde et je les ai placés dans l'arbre. La maîtresse des lieux est une certaine Yvonne Despujols. Encore une Yvonne, née en 1890 à Bègle, ça ne peut pas être un hasard. Il s'agit probablement de la veuve que nous avions retrouvée avec eux au 5 rue Lacep sur le recensement de 1921, la grande sœur de Charlotte. Elle s'est a priori remariée avec un certain Despujols qui n'est pas présent sur ce recensement. Ils ont eu au moins 2 filles que nous voyons ici, Jeanne et Victoria. Et cette autre Jeanne Despujols est notée comme belle-mère. Ce serait donc la femme de son mari Despujols. Bon, et cette Philippine est tout simplement la domestique de cette famille Despujols, comme on peut le lire ici. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je n'ai pas fini de parler de cette Yvonne sur laquelle nous sommes déjà tombés 2 fois. Je vous garde tout ça pour un petit bonus de fin de vidéo. Pour finir sur ce recensement de 1931, on peut lire qu'Émile est cette fois-ci noté comme instituteur à la pension Saint-Nicolas. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce lieu. J'ai juste retrouvé sur Retro News une série d'annonces publiées en septembre 1925 dans des numéros de La Petite Gironde. Pension Saint-Nicolas, spécialement organisée pour recevoir jeunes gens fréquentant les écoles primaires supérieures et le lycée. Renseignement 51 rue Saint-Nicolas à Bordeaux. Cette école ne semble plus exister. À cette adresse, on retrouve aujourd'hui, dans ces grands locaux, des associations caritatives. Et pour finir avec cette étude des recensements, voici celui de 1936. Émile et Charlotte sont toujours au 15 rue Malraux et n'ont définitivement pas eu d'enfants. Aucun petit Saccaro à qui transmettre mes recherches. Ils vivent toujours avec les mêmes personnes que le recensement précédent, à l'exception que la belle-mère est décédée et que la domestique a changé. Autre chose qui a changé, le lieu de travail d'Émile. Il est noté cette fois-ci comme professeur à Saint-Joseph-Tivoli. D'après Wikipédia, cet établissement fondé en 1850 existe toujours. C'est un établissement scolaire privé catholique, sous tutelle jésuite, où ont notamment étudié Pascal Obispo ou Alain Afflelou. Si on s'intéresse une dernière fois à sa fiche de matricule, on peut voir qu'il a été classé affecté spécial Éducation nationale, apparemment en 1940, comme professeur de mathématiques. Bon, je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. J'aurais bien voulu aborder le sujet des enseignants en généalogie, ou vous parler de la dynastie des photographes Saccaro que j'ai mise à jour, mais cette vidéo fait déjà une vingtaine de minutes et on a déjà parlé de pas mal de choses. Il va donc falloir être patient et s'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous reparlerai peut-être de tout ça une autre fois. Avant de conclure et de revenir sur la veuve Yvonne, je voudrais remercier une nouvelle fois mes tipeurs, et surtout celles et ceux qui me soutiennent ainsi depuis des mois. Un grand merci à eux, ils se reconnaîtront. Si vous aussi vous en avez les moyens, je vous laisse le lien en description si vous avez envie de soutenir ce projet financièrement. J'ai encore plein de belles choses en tête que j'ai envie de vous partager, mais il va me falloir du temps et du soutien. Sinon, juste un message et un partage, vous savez comment ça marche. Pour conclure cette vidéo, je voulais donc vous reparler de Yvonne Servière. Alors attention, je tiens à préciser, surtout à vous si vous êtes de la famille de cette personne, que tout ce que je vais dire dès à présent n'est qu'imagination de mon cerveau. Bien que basé sur des documents réels, ce n'est qu'une interprétation totalement imaginée et fantasmée par un jeune généalogiste amateur très imaginatif.
Je l'ai donc retrouvé dans le même foyer qu'Émile et Charlotte en 1921 sous le nom de Meignier Yvonne au 5 rue La Cèpe. Après quelques recherches sur elle, j'ai confirmé qu'il s'agissait bien de la grande sœur de Charlotte. Elle s'est mariée en 1917 à Pierre-François Marie-Noël Meignier. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à me faire des films quand je vois des personnes qui meurent quelques jours après leur mariage ou des gens qui sont veufs plusieurs fois. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une femme qui a empoisonné son mari ou un homme tueur en série 4 fois veuf, etc. Et c'est donc ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu sur la fiche de matricule militaire de Pierre Meignier qu'il était décédé subitement le 12 avril 1917, 3 mois à peine après son mariage, alors qu'il était loin du front, dans son domicile. Il était en permission, il s'est marié à ce moment-là, mais elle l'a empoisonné pour pas qu'il retourne à la guerre, me suis-je dit en lisant ça. Depuis ce moment-là, dans ma tête, je la voyais comme une veuve noire. Et ce ne sont pas les infos qui suivent qui m'ont fait changer cette vision. Sur le recensement de 1926, Yvonne n'est plus avec eux. Elle s'est en fait remariée le 5 juillet 1921 avec François Lucien Despujols, notaire. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Oui, c'est bien ça. Maître Despujols. C'est le notaire devant lequel Émile et Charlotte ont passé leur contrat de mariage en 1919. Et Yvonne est présente aussi, elle est témoin de ce mariage. C'est peut-être donc ici que Lucien et Yvonne se sont rencontrés. D'après leur acte de mariage, Lucien est domicilié à Bordeaux, 7 place Tourny, veuf de Jeanne Brisson. Attends, ne me dis pas que... La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu ça, encore une fois, est que Yvonne, la veuve noire, avait peut-être fait le coup. Ils se sont rencontrés en avril 1919 au mariage d'Émile et Charlotte, alors que Lucien était lui marié, et ils se marient 2 ans plus tard, en juillet 1921. Si la première femme de Lucien est morte entre la rencontre et le mariage, ça conforterait pour moi cette théorie. J'ai donc cherché des infos sur cette Jeanne Brisson, et c'est finalement sur les tables des successions et absences de Bordeaux que l'on apprend qu'elle est décédée le 3 juin 1919, moins de 2 mois après que Yvonne ait rencontré son mari. Alors, on ne peut pas en tirer de conclusion, en tout cas, moi j'ai ma petite idée. Puis je rajouterai juste que Lucien est finalement mort à 51 ans seulement, 8 ans à peine après son mariage avec Yvonne, la veuve noire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été. À bientôt!